Amelia Foxgrove ne pleurait pas. Elle s'était fait la promesse de ne pas verser une seule larme dans cette maudite ville. Et elle avait tenu parole même à présent, alors qu'elle était assise sur un banc de pierre froide, dans le coin le plus reculé du jardin de la demeure de Kensington, serrant dans ses mains un éventail d'ivoire froissé. Les fines lamelles sculptées s'enfonçaient dans sa paume, mais elle ne desserrait pas les doigts. La douleur l'aidait à ne pas penser à ce qui s'était passé 1 heure plus tôt. Derrière elle, aux fenêtres vivement éclairées de la demeure, la réception se poursuivait. La musique lui parvenait étouffée, à travers les murs épais et les hautes haies vives. Quelqu'un riait, d'un rire clair, insouciant. Sans doute Lady Caroline Wilton, celle-là même qui, dans le salon, entourée de ses amis, avait demandé aimablement à Amelia s'il était vrai qu'en province, on avait coutume de discuter des prix du grain pendant les conversations mondaines. Amelia s'était alors troublée. Elle venait effectivement de converser avec un gentleman âgé du temps qu'il faisait et de l'influence des pluies sur la récolte de cette année. Il lui avait semblé que c'était là un sujet tout à fait convenable, sérieux, sensé. Chez elle, dans le Devonshire, on la louait toujours pour sa capacité à soutenir la conversation avec les associés de son père. Ici, en revanche, tous s'étaient tus. Et puis Lady Caroline avait ri, d'un rire ténu, presque musical, et avait ajouté « Ma chère, comme c'est charmant, vous êtes si touchante dans votre naïveté. Mais j'ai bien peur qu'à Londres, nous laissions la comptabilité aux hommes, et que nous parlions, nous, de sujets plus délicats. » Tous avaient ri, poliment, en se couvrant la bouche de leur éventail, mais Amelia avait entendu et senti comment elle rougissait jusqu'à la racine des cheveux. Elle soupira et renversa la tête en arrière, contemplant le ciel sombre. Le ciel de Londres était étrange, pas comme celui de chez elle. Là-bas, les étoiles brillaient avec éclat, l'air sentait la fleur de pommier et l'herbe fauchée. Et le soir, le vent apportait de la mer une odeur de sel. Ici, tout était différent. La fumée de milliers de cheminées rendait l'air lourd. Le ciel semblait bas, oppressant. Et la seule odeur qu'elle distinguait était l'arôme âcre des roses du jardin bien entretenu et quelque chose d'amer, de désagréable, qui ressemblait à de la poussière. « Vous vous cachez ?» La voix retentit si soudainement qu'Amelia sursauta et laissa tomber son éventail. Il chut sur le gravier avec un bruit sourd. Elle se retourna. Un homme se tenait à quelques pas, adossé du bras au tronc d'un vieux chêne. Il était grand, vêtu de façon impeccable. Un frac sombre qui lui allait comme s'il avait été cousu directement sur son corps. Une cravate blanche nouée d'un nœud complexe qu'Amelia n'aurait même pas tenté de reproduire. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, légèrement bouclés, et ses yeux, elle ne pouvait en distinguer la couleur dans la pénombre, mais elle sentait avec quelle attention il la regardait. « Je ne me cache pas, » répondit-elle, en s'efforçant d'affermir sa voix. « Je suis simplement sortie prendre l'air. » Dans le coin le plus reculé du jardin, une note moqueuse perça dans son ton. « Où personne ne vous trouvera, à moins, bien sûr, de partir expressément à votre recherche. » Il fit un pas en avant, se pencha et ramassa son éventail. Amelia tendit machinalement la main, mais il ne le lui rendit pas tout de suite. Il le fit tourner entre ses doigts, examinant la fine ciselure de l'ivoire. « Bel ouvrage, » remarqua-t-il. « Français ? Je ne sais pas, » répondit honnêtement Amelia. « C'est un cadeau de ma mère. » « Je vois. » Il lui rendit enfin l'éventail, mais au lieu de s'en aller, il s'assit à côté d'elle sur le banc, sans demander la permission.
Julian Marlowe. Je suppose que nous ne nous connaissons pas? Amelia Foxgrove? Ah, fit-il. Et dans ce ah résonna tant de compréhension qu'Amelia sentit ses joues s'embraser. Ainsi, vous êtes cette demoiselle qui a conversé aujourd'hui avec Sir Henry des Prix du Gras. Amelia serra plus fort son éventail. J'ai simplement soutenu la conversation, dit-elle doucement. Est-ce un crime? À Londres? Il eut un sourire narquois. Presque. Voyez-vous, Miss Foxgrove, il existe ici certaines règles, et l'une d'elles veut qu'une jeune dame non mariée ne parle jamais de rien de sérieux. Elle doit être légère, charmante, un peu sotte, comme un papillon. C'est absurde, sans aucun doute, mais telles sont les règles du jeu. Amelia se tourna vers lui. Et si je ne veux pas jouer selon ces règles? Marlowe inclina la tête de côté, l'examinant comme s'il la voyait pour la première fois. Alors vous perdrez, répondit-il calmement. Lady Caroline fera de vous un objet de risée. Les autres demoiselles suivront, et dans 1 semaine, personne ne voudra plus danser avec vous. Dans 2 semaines, on cessera de vous inviter. Dans 1 mois, vous retournerez chez vous, sans proposition, sans avenir. La gorge d'Amelia se serra, parce qu'il avait raison. Elle avait déjà vu comment les autres dames la regardaient après l'incident avec Lady Caroline, avec pitié, avec mépris, avec curiosité. Mais personne n'était venu lui parler. Personne ne lui avait offert son amitié. « Que voulez-vous, monsieur Marlowe » demanda-t-elle avec lassitude. « Si vous êtes venu vous moquer, j'en ai déjà assez enduré pour aujourd'hui. » Il garda le silence. Puis il se leva, épousseta les basques de son frac et la regarda de haut. À la lumière de la lune qui perçait à travers le feuillage, son visage semblait ciselé, presque dur. Des pommettes hautes, un menton ferme, des lèvres fines, à présent serrées en une ligne pensive. « Je veux vous proposer un marché, dit-il enfin. Amelia fronça les sourcils. Un marché? Précisément. Il croisa les bras sur sa poitrine. Voyez-vous, Miss Foxgrove, nous avons, vous et moi, quelque chose en commun. Nous sommes tous deux à Londres avec un but précis. Vous avez besoin d'un mariage avantageux. J'ai besoin d'accéder à certaines personnes. Et je pense que nous pouvons nous entraider. Je ne comprends pas. Vous comprenez, sourit-il d'un air narquois. Simplement, vous ne voulez pas encore y croire. Très bien, je vais expliquer plus simplement. Vous êtes une demoiselle issue d'une famille fortunée, avec une dot convenable, mais sans la moindre idée de la façon de se comporter dans la haute société. Je suis un fils cadet sans fortune, mais avec une réputation irréprochable et la connaissance de toutes les règles du jeu. Si vous continuez ainsi, dans 1 mois, on vous renverra à la campagne. Mais si vous me permettez de vous instruire... » Il marqua une pause. « D'ici la fin de la saison, vous aurez une file de prétendants à votre porte. » Le cœur d'Amelia se mit à battre plus vite. « M'instruire? » Exactement. Comment se tenir? Comment parler? Comment danser? Comment regarder un homme de façon à ce qu'il oublie son propre nom? Comment faire perdre son sang-froid à une rivale? Il énumérait tout cela avec un calme tel qu'il aurait pu s'agir d'une liste de courses. Tout ce qu'une femme doit savoir pour briller en société. « Et qui gagnerez-vous » Amelia se força à demander, bien que la tête lui tournât. « L'accès. Votre père est un riche propriétaire terrien, n'est-ce pas? Il a des relations avec des banquiers, des industriels. J'ai besoin que vous me présentiez aux bonnes personnes. Quelques rencontres, quelques conversations. Rien de compromettant. » Elle garda le silence, tentant d'assimiler ses paroles.
C'était de la folie, une folie absolue. Accepter l'aide d'un inconnu, apprendre de lui et... Quoi? L'art de la séduction? La manipulation? Mais avait-elle le choix? Pourquoi vous? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi moi précisément? Marlowe inclina la tête. Parce que vous êtes intelligente, Miss Foxgrove. Je le vois. Et parce que vous n'avez pas encore renoncé. Il tendit la main. Alors, que dites-vous? Amélia regarda sa paume. Forte, assurée. Elle pensa à sa mère, aux espoirs de son père, aux moqueries de Lady Caroline, à la façon dont elle rentrerait chez elle les mains vides et le cœur brisé. Et elle tendit sa main. Les doigts de Marlowe se refermèrent autour de sa paume, chaud, ferme. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa, sans théâtralité, simplement, presque négligemment. Alors nous commençons demain, dit-il en la relâchant. Venez à Hyde Park à 10 heures du matin. Je vous attendrai près de la Serpentine. Et sans attendre de réponse, il fit volte-face et disparut dans l'ombre du jardin, laissant Amélia seule avec un cœur battant à tout rompre et le sentiment que sa vie venait de changer à jamais. Julian Marlowe n'était pas un homme sentimental. Il avait appris depuis longtemps qu'il existait deux catégories de personnes dans la vie, ceux qui utilisent les autres et ceux qui sont utilisés. Il préférait la première catégorie. C'est pourquoi, lorsqu'il se tenait près de la Serpentine par cette fraîche matinée, observant une silhouette féminine s'approcher dans l'allée accompagnée d'une servante, il ne pensait qu'aux affaires, au fait que Miss Foxgrove était son billet d'entrée dans la maison de Reginald Pemberton, le banquier le plus influent de Londres, au fait que son père entretenait des relations d'affaires avec Pemberton depuis de nombreuses années, au fait qu'une seule connaissance bien placée pouvait changer toute sa vie. Il ne pensait pas à la façon dont la lumière matinale jouait dans ses cheveux. Mais lorsqu'Amélia s'approcha, il le remarqua tout de même. Ses cheveux étaient châtain foncé, presque chocolat, coiffés en une coiffure simple, aucune boucle compliquée, ni ornement à la mode, simplement tirés en arrière et rassemblés en un chignon bas. Quelques mèches rebelles s'en étaient échappées et encadraient son visage. Le visage. Julien laissa involontairement son regard s'attarder. Il s'attendait à voir une demoiselle provinciale ordinaire, joufflue, au visage rond, aux traits communs. Au lieu de cela, devant lui se tenait une jeune fille aux traits fins, presque aristocratiques, pommettes hautes, nez droit, menton volontaire. Peau pâle, presque de porcelaine. Grands yeux sombres, encadrés de cils épais. Belle, étonnamment belle. Étrange qu'hier, dans la pénombre du jardin, il ne l'ait pas remarqué. Bonjour, monsieur Marlowe. Elle s'arrêta à quelques pas, et il perçut une légère incertitude dans sa voix. Je suis venu. Je vois, répondit-il, en la parcourant du regard. Et même à l'heure? Bon début. La servante, une femme âgée au visage sévère, toussa, rappelant manifestement les convenances. Julia l'ignora. Nous promenons-nous? Proposa-t-il en tendant la main. Amélia hésita une seconde, puis posa la paume de sa main sur son coude. Même à travers le tissu du gant, il sentit la tension de ses doigts. Ils s'engagèrent dans l'allée qui longeait le lac. La servante traînait derrière eux, à une distance respectueuse, assez proche pour respecter les convenances, mais assez loin pour ne pas entendre la conversation. « Voulez-vous vraiment faire cela ?» demanda Julian, en regardant droit devant lui. « Ou êtes-vous venu par politesse ?»« Je le veux, » répondit fermement Amélia. Sinon, cela n'aurait eu aucun sens de me lever à 7 heures du matin et d'inventer pour ma mère une histoire de promenade matinale pour ma santé.
Il eut un petit rire. Le mensonge est déjà un premier pas. Félicitations. Elle fit un mouvement brusque de la main, comme si elle voulait se dégager, mais il couvrit sa paume de la sienne, la retenant. Ne vous offensez pas, je ne vous juge pas. Au contraire, l'art de mentir de façon convaincante est l'une des qualités les plus importantes dans la société. Il lui jeta un regard. Bien que vous ayez encore beaucoup à apprendre. Quand vous avez dit « pour ma santé », avez-vous rougi? Non? Alors c'est bien. Retenez ceci. Un mensonge doit sonner ennuyeux. Plus l'explication est banale, moins il y a de questions. Amélia fronça les sourcils, mais acquiesça. Juliane nota la façon dont elle écoutait, attentivement, sans l'interrompre, en mémorisant. Intelligente. Cela simplifiait la tâche. Alors, poursuivit-il, commençons par les bases. Dites-moi ce que vous savez de la société londonienne. Qu'elle est cruelle, hypocrite et superficielle, répondit-elle sans hésitation. Julian rit, brièvement, sincèrement. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre les règles. Voyez-vous, mademoiselle Foxgrove, la saison londonienne est un théâtre. Chacun a son rôle. Les jeunes demoiselles non mariées sont une marchandise sur le marché. Belle, désirable, mais une marchandise. Votre tâche est de vous vendre plus cher que toutes les autres. Cela semble répugnant, mais c'est honnête. Il s'arrêta près du parapet qui donnait sur l'eau et se tourna vers elle. Dites-moi, que voulez-vous obtenir de cette saison? Amélia resta silencieuse. Le vent agitait les mèches échappées de ses cheveux et elle les replaça machinalement derrière son oreille. Le geste était simple, naturel, et Julian pensa qu'il contenait plus de grâce que tous les mouvements maniérés de Lady Caroline. « Je veux me marier, » dit-elle enfin, « avec un homme qui pourra m'assurer une vie digne. » Le titre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit honnête. « Honnête », répéta Julian. « Exigence intéressante. Et rare. Est-ce mal? Non, simplement naïf. » Il s'accouda au parapet. La plupart des demoiselles rêvent d'un titre, d'argent, d'une position dans la société. Vous parlez d'honnêteté, comme si c'était quelque chose de mesurable. Et ce n'est pas le cas? J'ai bien peur que dans notre monde, l'honnêteté soit une notion élastique. Un homme peut être honnête avec ses amis et un monstre avec sa femme. Ou l'inverse. Il la regarda. Mais si vous insistez, essayons de vous trouver un mari honnête. Bien que cela complique la tâche. Amélia sourit, pour la première fois de toute la matinée. Le sourire était léger, un peu timide, et Juliane nota à nouveau comment il transformait son visage. Sans sourire, elle semblait sévère, presque froide. Avec le sourire, chaleureuse, vivante. Une arme dangereuse, si l'on apprenait à s'en servir. Et maintenant, la première leçon, dit-il en se redressant. La démarche. La démarche? Elle cligna des yeux, surprise. Exactement. Hier, quand vous êtes entré dans le salon, vous marchiez trop vite. Comme si vous vous hâtiez d'en finir avec une tâche désagréable. Cela trahit immédiatement un manque d'assurance. Il recula de quelques pas. Montrez-moi comment vous marchez habituellement. Amélia jeta un coup d'œil à la servante, qui se détourna discrètement, feignant d'observer les canards sur le lac. Puis, elle fit quelques pas dans l'allée. Julian observait. Elle marchait effectivement vite, légèrement penchée en avant, comme si elle luttait contre le vent. Les épaules tendues,
les bras serrés contre les flancs. Une démarche déterminée, pratique, campagnarde. « Stop », dit-il. « Maintenant, essayez autrement. Imaginez que vous n'êtes pas pressé. Pas pressé du tout. » Vous avez toute la journée devant vous, et vous n'avez nulle part où vous hâter. Épaules en arrière, menton légèrement plus haut. Des pas plus lents, mais plus assurés. Comme si vous étiez une reine, et que tous les autres étaient vos sujets. Amélia fronça les sourcils, mais obéit. Elle redressa le dos, leva le menton, fit un pas, puis un autre, plus lentement, plus souplement. Mieux, apprécia Julian. Mais les bras, ne les serrez pas contre vous. Laissez-les bouger librement, avec légèreté. Vous n'êtes pas un soldat à la parade. Elle essaya à nouveau, et encore. À chaque pas, c'était un peu mieux. Julian marchait à côté d'elle, corrigeant tantôt l'épaule, tantôt l'inclinaison de la tête, tantôt la position des bras. Il la touchait furtivement, professionnellement, mais chaque fois il se surprenait à remarquer des détails. La finesse du poignet, l'élégance du cou, la légère rougeur sur les joues due à l'air matinal et à l'embarras. « Assez pour aujourd'hui, » dit-il enfin. « Demain, à la même heure, nous travaillerons la conversation. » Amélia s'arrêta, légèrement essoufflée. La conversation? La façon de mener une conversation mondaine sans mentionner le prix du gras. Il eut un petit rire en la voyant se troubler. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Foxgrove. Dans une semaine, vous brillerez. Et dans 2 semaines, Lady Caroline regrettera de s'être frottée à vous. » Elle le regarda, d'un regard long, attentif, comme si elle essayait de comprendre s'il plaisantait ou s'il était sérieux. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux dire, pourquoi moi, précisément ? Londres regorge de jeunes filles avec des pères fortunés. » Julien réfléchit. « Bonne question. Pourquoi elle, précisément ? Parce qu'elle était commode ? Parce que son père faisait affaire avec Pemberton ? Ou parce qu'hier soir, dans le jardin, il avait vu dans ses yeux quelque chose qui l'avait fait s'arrêter ? De la fierté, de l'obstination, un refus de se rendre ? Parce que vous ne voulez pas jouer selon leurs règles, répondit-il enfin. Mais vous êtes prête à apprendre pour gagner. C'est une combinaison rare. Amélia hocha la tête, et il vit passer dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « À demain, monsieur Marlowe. »« À demain, mademoiselle Foxgrove. » Il la regarda s'éloigner dans l'allée, plus lentement qu'elle n'était venue, le menton levé et les épaules droites. Et il se dit que lui apprendre à briller en société serait facile. Ce qui serait beaucoup plus difficile, ce serait de ne pas se laisser prendre au jeu. Amélia avait appris à mentir. Pas comme mentent les enfants, en s'empêtrant dans leurs propres mots et en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Elle avait appris à mentir avec élégance, d'une voix calme, avec un léger sourire, en regardant son interlocuteur droit dans les yeux. Les promenades matinales pour la santé étaient devenues une explication habituelle, que sa mère acceptait sans poser de questions. Son père, quant à lui, ne s'intéressait pas du tout à son emploi du temps. Il était occupé par des réunions avec ses associés et rentrait rarement à la maison avant le soir. Les leçons avec Julien se poursuivaient depuis 1 semaine déjà. Aujourd'hui, il ne s'était pas retrouvé dans le parc, mais dans un petit salon de thé de Bond Street, tranquille, respectable, où les dames de la bonne société fixaient parfois leur rendez-vous. La servante d'Amélia, comme d'habitude, était assise à la table voisine, feignant d'être absorbée par son thé et ses pâtisseries. « Alors » dit Julien en s'adossant à sa chaise, l'observant par-dessus le bord de sa tasse, « vérifions vos progrès. Imaginez,
Vous êtes à une réception. À côté de vous se tient un gentilhomme d'âge mûr, qui s'ennuie et cherche manifestement un prétexte pour engager la conversation. Que dites-vous? Amélia réfléchit un instant. Il y a une semaine, elle se serait troublée. Elle aurait parlé du temps qu'il fait, ou de quelque chose de sérieux, de livres, de voyages, d'affaires. Mais maintenant, elle savait. La conversation mondaine ne doit pas être profonde. Elle doit être agréable. Je lui demanderai où il a passé l'été, répondit-elle, et je l'écouterai sans l'interrompre. Ensuite, j'admirerai son choix et je remarquerai que je rêve de visiter cet endroit un jour. Les hommes aiment parler d'eux-mêmes. Parfait, approuva Juliane. Et s'il tente d'aborder un sujet sérieux, la politique par exemple, ou les finances, je sourirai et je dirai que je ne comprends absolument rien à des choses aussi compliquées, dit Amélia, en grimaçant en prononçant ces mots. Et je ramènerai la conversation sur quelque chose de léger. La musique, la peinture, la dernière exposition à l'Académie royale. Même si vous vous y connaissez parfaitement en politique et en finance, même dans ce cas. Juliane sourit, de ce sourire rare, presque chaleureux, qu'Amélia n'avait vu que 2 ou 3 fois cette semaine. Vous apprenez vite, mademoiselle Foxgrove. Dangereusement vite. Quelque chose dans son ton fit battre son cœur plus vite, mais elle s'obligea à rester calme. Ce n'était qu'un partenariat professionnel. Il l'aidait, elle l'aidait, rien de personnel. J'ai une bonne motivation, répondit-elle, en portant sa tasse à ses lèvres. Le thé était chaud, avec un léger arôme de bergamote. Je ne veux pas rentrer chez moi les mains vides. Et vous ne rentrerez pas les mains vides, dit Juliane, en reposant sa tasse sur la soucoupe. Après-demain soir, la vicomtesse Langford donne une soirée musicale. Vous y serez? Amélia hocha la tête. Sa mère avait déjà reçu l'invitation et avait passé toute la journée d'hier à discuter de la robe à commander. Alors ce sera votre épreuve, dit Juliane. Montrez tout ce que vous avez appris. La démarche, la conversation, les manières. Je vous observerai. Vous m'observerez? Fronça-t-elle les sourcils. Vous serez là aussi? Naturellement. Je vais toujours chez les Langford. Il marqua une pause, puis ajouta plus bas. De plus, je suis curieux de voir comment vous vous en sortirez. Il y avait quelque chose dans sa voix qu'Amélia ne put définir. Pas de la moquerie, pas du doute, plutôt de l'intérêt. Un intérêt véritable, authentique. Elle baissa les yeux sur ses mains qui serraient la tasse. Des doigts gantés de fins gants achetés par sa mère spécialement pour la saison londonienne. Des ongles coupés courts, une habitude dont elle ne pouvait se défaire. Chez elle, dans le Devonshire, elle travaillait souvent au jardin, aidait l'intendant avec les documents, triait la correspondance de son père. Ici, en revanche, on n'attendait d'elle qu'une seule chose, être un ornement, un bel ornement inutile. « Monsieur Marlowe, dit-elle sans lever les yeux, puis-je vous demander quelque chose? » Bien sûr. Vous arrive-t-il de vous lasser de tout cela? Du mensonge, du jeu, de cette nécessité de surveiller constamment chaque mot et chaque geste? Un silence s'installa. Amélia leva les yeux et croisa son regard, bleu sombre, presque noir dans la lumière tamisée du salon de thé. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, ou comme s'il avait découvert quelque chose qu'il n'attendait pas. Chaque jour, répondit-il enfin, et sa voix résonna avec une telle sincérité qu'Amélia tressaillit. Mais c'est le prix qu'il faut payer pour survivre dans ce monde. Et si l'on ne payait pas? Alors on vous écrase. Il passa la main dans ses cheveux, geste rare qui trahissait sa tension. Voyez-vous, mademoiselle Foxgrove, je suis un fils cadet. Je n'ai ni titre, ni fortune,
ni terre. Tout ce que j'ai, c'est un nom et l'art de plaire aux bonnes personnes. Si je cesse de jouer, il ne me restera rien. Amelia hocha la tête. Elle comprenait, mieux qu'il ne pouvait le supposer. Car elle aussi jouait. Jouait la fille obéissante qui veut faire un beau mariage et rendre ses parents heureux. Mais au fond, au plus profond d'elle-même, elle voulait tout autre chose. Elle voulait la liberté. Elle voulait le choix. Elle voulait sentir que sa vie lui appartenait, et non à la société, ni à sa famille, ni aux traditions. « Merci, dit-elle doucement, pour votre franchise. » Julian sourit, avec lassitude, presque tristement. « Vous l'avez mérité. Vous êtes la seule, pendant tout ce temps, à m'avoir posé cette question. » Ils finirent leur thé en silence, un silence confortable, presque intime, qui n'exigeait pas de mots. Derrière la fenêtre du salon de thé, la pluie tombait, fine, brumeuse, transformant les rues londoniennes en un bourbier gris de fange et de pavés mouillés. Les équipages passaient en éclaboussant l'eau. Les passants se hâtaient sous leurs parapluies. Quelque part au loin retentit la cloche de l'église Saint-Georges, mesurée, solennelle, égrenant le temps. « Je dois partir, » dit Amélia en se levant. « Ma mère m'attend pour le dîner. » Julien se leva avec elle, l'aida à enfiler sa pèlerine. Ses doigts s'attardèrent un instant sur ses épaules, contact léger, presque imperceptible, mais Amélia le sentit sur sa peau, à travers l'étoffe. « Souvenez-vous, » dit-il en reculant, « après-demain, la soirée musicale. Je vous observerai. Je ne vous décevrai pas. Je sais. » Il la regarda d'une manière qui coupa le souffle à Amélia. « Vous ne décevez jamais. » La soirée chez la vicomtesse Langford promettait d'être brillante. Amélia arriva avec sa mère à 7h30. La robe, rose tendre, de style empire, avec une taille haute et de courtes manches froncées, était neuve, confectionnée par la meilleure modiste de Regent Street. Les cheveux relevés en un chignon haut, avec quelques boucles encadrant le visage. Aucun bijou, hormis un fin rang de perles au cou. Julien lui avait enseigné que les jeunes filles ne devaient pas surcharger leur apparence de parure. Lorsqu'elles entrèrent dans le salon, Amélia s'arrêta une seconde. La pièce était pleine de monde. Des dames en robes somptueuses, des gentlemen en frac impeccable, une odeur de parfum et de cire de bougie, le bourdonnement étouffé des conversations. Son premier réflexe fut de faire demi-tour et de partir. Mais alors elle se souvint des mots de Julien. « Vous ne vous pressez pas. Vous avez toute la soirée devant vous. » Elle redressa le dos, releva le menton et entra. Lentement, avec assurance, comme si elle avait parfaitement le droit d'être là. Et c'est alors qu'elle le vit. Julien se tenait près de la cheminée, conversant avec un gentleman âgé. Mais lorsqu'elle entra, il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à travers toute la pièce. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Mais dans ce hochement de tête, il y avait tant d'approbation qu'Amélia sentit une chaleur se répandre en elle. Elle était prête à briller. Et elle brilla. Le premier à s'approcher d'Amélia fut Sir William Chelmsford, un baronnet d'âge moyen, au visage bonhomme et à la calvitie naissante. Il s'inclina, demanda la permission de se présenter et engagea la conversation sur le temps. Il y a une semaine, Amélia se serait troublée, mais à présent, elle sourit, convint que la pluie ne cessait effectivement pas depuis 3 jours et fit glisser la conversation vers l'exposition d'aquarelles à la Galerie Christie, qu'elle avait visitée la veille avec sa mère. Sir William s'anima,
Il se révéla amateur de peinture et parla pendant 10 bonnes minutes, tandis qu'Amelia écoutait, hochait la tête, posait de brèves questions. Lorsqu'il finit par saluer et s'éloigner, elle capta le regard de Julian. Il se tenait toujours au même endroit, près de la cheminée, mais regardait maintenant droit vers elle. Et dans ses yeux passa quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Puis s'approcha un groupe de jeunes demoiselles mené par Lady Caroline Wilton. Amelia sentit ses épaules se crisper, mais se força à se détendre. Un sourire, une légère inclinaison de la tête. Aucune peur. Mademoiselle Foxgrove, Lady Caroline la détailla de la tête aux pieds. Quelle ravissante robe! Nouvelle? Oui, répondit Amelia, en conservant son sourire. Ma mère a insisté. Elle estime que le rose me va bien. Oh, sans aucun doute. Lady Caroline échangea un regard avec ses amis. Le rose est si innocent, presque enfantin. Autrefois, Amelia aurait rougi. Elle se serait tue, ou pire encore, aurait tenté de se justifier. Mais à présent, elle se contenta d'incliner la tête, comme si elle acceptait le compliment. Vous êtes si aimable, Lady Caroline. Bien que, je l'avoue, je craignais que le rose ne soit trop ennuyeux pour une telle soirée. Mais apparemment, la simplicité est parfois le meilleur choix. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire innocent. Après tout, nous ne pouvons pas toutes nous permettre des associations aussi audacieuses que votre robe. L'émeraude avec le lilas, cela exige une grande confiance en soi. L'une des amies de Lady Caroline réprima à grand-peine un petit rire. Caroline elle-même se figea une seconde, puis esquissa un sourire crispé. L'assurance est précisément ce qui vous fait défaut, ma chère. Sa voix se fit légèrement plus froide. Mais ce n'est rien. Cela viendra avec le temps. Si, bien entendu, vous restez à Londres suffisamment longtemps. Je m'y efforcerai. Amelia inclina la tête. Vos conseils sont inestimables. Elle prononça ces mots avec une telle sincérité que Lady Caroline ne trouva rien à répondre. Après une hésitation, elle fit volte-face et entraîna ses amis au loin. Amelia expira. Son cœur battait la chamade. Ses paumes étaient moites sous ses gants. Mais elle avait tenu bon. Elle n'avait pas flanché. Elle n'avait pas reculé. Prestation impressionnante, la voix retentit si près qu'elle sursauta. Se retournant, elle découvrit à ses côtés un jeune homme, grand, blond, aux traits réguliers et au sourire agréable. Il était vêtu de façon impeccable. Frac bleu marine, gilet crème brodé, cravate d'un blanc immaculé, nouée à la Byron. Vicomte Robert Westbrook, se présenta-t-il avec une légère révérence. J'ai eu l'honneur d'observer la façon dont vous avez élégamment remis Lady Caroline à sa place. C'était magistral. Mademoiselle Amelia Foxgrove. Elle fit une révérence. Je crains que vous n'exagériez. Je n'ai fait que répondre à un compliment. Précisément, le vicomte eut un sourire amusé. Vous avez répondu de telle sorte que Caroline tente encore de comprendre si vous l'avez offensée ou complimentée. Croyez-moi, peu de gens en sont capables. Amelia sentit ses joues s'échauffer d'embarras. Le compliment était inattendu, mais agréable. Vous êtes trop aimable, milord. Nullement. Je ne fais que dire la vérité. Il marqua une pause, puis ajouta « Dites-moi, mademoiselle Foxgrove, aimez-vous la musique? Un concert va commencer dans quelques minutes. Je serai ravi de vous escorter jusqu'au fauteuil. » Amelia hésita une seconde. Le vicomte semblait sincère. Ses manières étaient irréprochables, et sa mère approuverait certainement une telle connaissance. Mais pour une raison quelconque,
Avant de répondre, elle jeta machinalement un regard vers la cheminée. Julian se tenait toujours là. Mais à présent, il ne souriait plus. Il la regardait, elle et le vicomte, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Mâchoire contractée, lèvres serrées en une ligne mince, bras croisés sur la poitrine. Quelque chose la piqua au vif. Amélia ne comprenait pas quoi exactement, mais ce sentiment était aigu, presque douloureux. « Avec plaisir, milord, » répondit-elle, reportant son regard sur le vicomte et souriant. Westbrook lui offrit son bras, et ils se dirigèrent vers les rangées de chaises disposées devant le piano. Amélia ne se retourna pas, mais elle sentait sur elle le regard de Julian, lourd, insistant, comme une caresse. Le concert fut merveilleux. La jeune pianiste interprétait Mozart avec une telle passion et une telle maîtrise qu'Amélia oublia tout pour un temps. Lady Caroline, le vicomte à ses côtés, même Julian. La musique l'emportait loin de ce salon, loin de Londres, vers un autre monde, où il n'y avait ni règles, ni faux semblants, où l'on pouvait simplement être soi-même. Lorsque les derniers accords s'éteignirent, des applaudissements retentirent. Amélia applaudit avec les autres, sentant les larmes lui monter aux yeux. C'était stupide. Elle n'avait jamais pleuré à cause de la musique. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. « Vous êtes ému ?» remarqua doucement le vicomte. « Cela signifie que vous ressentez véritablement la musique. C'est rare. »« Mozart me touche toujours, » avoua Amélia, sortant son mouchoir et tamponnant discrètement ses yeux. Il y a tant de lumière dans sa musique, et de douleur à la fois. Le vicomte la regarda avec un intérêt sincère. « Je savais que vous étiez singulière, mademoiselle Foxgrove. Mais je ne pensais pas à ce point. » Il se tut, puis ajouta plus bas, « Puis-je vous rendre visite, demain par exemple? J'aimerais poursuivre notre connaissance. » Le cœur d'Amélia manqua un battement. Une visite? Cela signifiait des intentions sérieuses. Cela signifiait que le vicomte la considérait comme un parti potentiel. « Je serais ravie, milord, » articula-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Westbrook sourit, chaleureusement, ouvertement, et baisa sa main avant de prendre congé. Amélia resta seule, sentant encore la chaleur de ses lèvres sur son gant. C'était comme dans un rêve. Un vicomte, un titre, la fortune. Exactement ce pourquoi on l'avait amenée à Londres. Exactement ce dont rêvaient ses parents. Alors, pourquoi se sentait-elle si vide à l'intérieur? « Félicitations !» Elle se retourna. Julian se tenait à 2 pas, tenant 2 coupes de champagne. Il lui en tendit une, et elle l'accepta, reconnaissante d'avoir de quoi occuper ses mains. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, tentant de lire sur son visage. Mais il était impénétrable, comme un masque. « Pour votre succès, le vicomte Westbrook est un excellent parti. Riche, noble, et de surcroît ni vieillard ni débauché. Vos parents seront ravis. »« Oui, » Amélia déglutit, fixant sa coupe. Les bulles montaient à la surface, éclataient, disparaissaient. « Je suppose que je devrais être heureuse. Vous supposez ?» Une note de moquerie perça dans sa voix. « Ou bien, n'en êtes-vous pas certaine ?» Elle leva les yeux, et ce qu'elle vit dans son regard lui coupa le souffle. Julien la regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retenait. Mâchoire serrée, respiration légèrement accélérée. À la lueur des chandelles, son visage semblait tendu, presque souffrant. « Je vous ai appris à briller, mademoiselle Foxgrove, » dit-il doucement.
si doucement qu'elle l'entendit à peine. Et maintenant, je récolte les fruits de mon propre succès. Vous êtes magnifique. Vous êtes exactement ce que vous devez être. Et moi, il s'interrompit, détourna le regard. Je devrais me réjouir. Mais vous ne vous réjouissez pas, acheva Amelia à sa place. Il ne répondit pas. Il vida simplement sa coupe d'un trait et la posa sur un plateau qui passait. « Il faut que j'y aille, dit-il sans la regarder. Bonne chance avec le vicomte, mademoiselle Foxgrove. Vous méritez le bonheur. » Et avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, il fit volte-face et s'en alla, se fondant dans la foule des invités. Amelia resta seule, serrant son verre si fort qu'elle s'étonna que le cristal fragile ne se brise pas. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé. Et elle ne savait pas comment y remédier. Le vicomte Westbrook se présenta le lendemain à 3 heures de l'après-midi précise. Amelia le reçut dans le petit salon, une pièce lumineuse aux hautes fenêtres donnant sur le jardin. Sa mère avait insisté pour qu'elle porte une robe couleur crème avec des insertions de dentelle aux manches. Les cheveux coiffés simplement, mais avec élégance. Aucune extravagance. Seulement les boucles d'oreilles en perles, offertes par sa grand-mère. Le vicomte était impeccable. Cheveux blonds soigneusement peignés, redingote couleur chocolat noir parfaitement ajustée, un bouquet de roses blanches à la main. « Mademoiselle Foxgrove », s'inclina-t-il en lui tendant les fleurs. « J'espère que vous pardonnerez mon audace. Je ne pouvais attendre l'occasion de vous revoir. »« Vous êtes trop aimable, milord. » Amelia accepta les roses, respirant leur parfum froid et légèrement âcre. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Sa mère était assise dans un coin de la pièce, près de sa broderie, feignant d'être absorbée par son ouvrage. Mais Amelia voyait du coin de l'œil qu'elle surveillait chacun de leurs mouvements. L'approbation rayonnait sur son visage. Le vicomte était exactement le parti dont elle rêvait pour sa fille. La conversation débuta aisément. Le vicomte s'enquit de ses impressions sur Londres, sur la musique, sur les livres. Il était cultivé, spirituel, courtois. Quand il souriait, de fines rides apparaissaient au coin de ses yeux bleus. Des rides agréables, bienveillantes. « Je dois avouer, mademoiselle Foxgrove, dit-il en se penchant un peu plus près, que j'ai longtemps cherché quelqu'un avec qui parler d'autre chose que de la météo et des courses. La plupart des demoiselles de la société sont tellement prévisibles, alors que vous êtes tout autre. » Amelia sourit, mais quelque chose se serra en elle. Un mois plus tôt, elle aurait été exactement cette personne prévisible, maladroite, ennuyeuse, disant ce qu'il ne fallait pas. Maintenant, elle avait appris à jouer, appris à être celle qu'on voulait voir. Et le vicomte voyait ce qu'elle lui montrait. « Vous me flattez, milord. »« Pas du tout. Je vois simplement ce qui est. » Il se tut un instant, puis ajouta plus bas, « J'aimerais mieux vous connaître, mademoiselle Foxgrove. Beaucoup mieux. Si, bien sûr, vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Son cœur aurait dû battre plus vite. Aurait dû. C'était une proposition voilée, mais claire. Une cour, la possibilité de devenir vicomtesse. Un titre, une position, la sécurité. Tout ce dont elle était censée rêver. Mais au lieu de la joie, elle ne ressentait que du vide. « J'en serais ravie, milord, » répondit-elle, et sa voix sonna égale, calme. Trop calme. Le vicomte resta encore une demi-heure, puis prit congé, promettant d'envoyer une invitation pour une promenade à Hyde Park. Quand la porte se referma derrière lui, sa mère abandonna sa broderie et se précipita vers Amelia. « Ma chérie, le vicomte, il est manifestement charmé par toi. » Ses joues rosirent d'émotion. « J'envoie immédiatement une lettre à ton père.
Il sera si fier. Tu ne peux même pas imaginer quel bonheur c'est. » Amelia écoutait, acquiesçait, souriait. Mais à l'intérieur, il faisait froid et vide, comme si quelque chose d'important avait été arraché de sa poitrine, laissant un trou béant. Elle n'avait pas vu Julian depuis 3 jours. 3 jours interminables, où elle se réveillait en pensant à lui, se couchait avec son nom sur les lèvres, et durant la journée, se surprenait à tendre l'oreille à chaque voix masculine, espérant entendre ce timbre grave familier. Stupide, puérilement stupide. Leur arrangement était terminé. Il lui avait appris tout ce qu'il avait promis. Elle s'était épanouie, était devenue désirable, avait obtenu l'attention d'un prétendant digne. Julian avait rempli sa part. C'était maintenant son tour. Le présenter aux bonnes personnes, l'aider avec ses relations d'affaires. Le 4e jour, elle ne put résister. Elle lui écrivit un mot, bref, professionnel, demandant une rencontre. Elle devait discuter de la façon d'accomplir sa part du marché. Quand et où organiser sa rencontre avec Pemberton. Seulement pour cela. Aucune autre raison. Il répondit le soir même. Demain, 11 heures du matin, à la Serpentine. Amelia n'avait presque pas dormi cette nuit-là. Le matin se révéla clair, avec une légère brise apportant d'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Hyde Park était plein de promeneurs, des dames avec leurs ombrelles, des gentlemen à cheval, des nourrices avec des enfants. Amelia marchait le long de l'allée familière, et son cœur battait si fort qu'il semblait qu'on pouvait l'entendre à des lieues à la ronde. Julian l'attendait déjà. Il se tenait près du parapet, regardant l'eau. Vêtu strictement, redingote noire, gilet gris foncé, chemise blanche. Le vent avait légèrement ébouriffé ses cheveux. Lorsqu'il se retourna au bruit de ses pas, Amelia vit son visage, émacié, fatigué, des ombres sous les yeux, les lèvres pincées. « Mademoiselle Foxgrove, » dit-il en s'inclinant, formellement, froidement. « Je vous remercie d'avoir répondu à cette rencontre. » Elle avala la boule dans sa gorge. « Je dois honorer ma part du marché, » répondit-elle, en s'efforçant de ne pas laisser trembler sa voix. « C'est pourquoi je voulais savoir quand il vous conviendrait de rencontrer M. Pemberton. »« Ah oui. » Julian se détourna vers l'eau. « Très raisonnable de votre part. J'ai déjà pris contact avec lui par l'intermédiaire de connaissances communes. La rencontre est fixée à la semaine prochaine. Votre aide n'est pas nécessaire. »« Pas nécessaire ?» Elle fronça les sourcils. « Mais nous étions convenus. » Les circonstances ont changé. Sa voix était égale, presque indifférente. « J'ai trouvé un autre chemin. Considérez donc notre marché comme conclu, mademoiselle Foxgrove. Vous êtes libre. » Quelque chose la piqua douloureusement dans la poitrine. « Libre », répéta-t-elle doucement. « Précisément. » Il ne la regardait toujours pas. « Vous avez obtenu ce pourquoi vous êtes venu. Le vicomte Westbrook, un excellent choix. Honnête, riche, amoureux de vous. Que faut-il de plus ? » « Je ne sais pas, » lui échappa-t-il, avant que ne puisse s'arrêter. « Ce dont j'ai besoin ?» Alors il se retourna. Et ce qu'elle vit dans ses yeux lui fit oublier comment respirer. La douleur, si aiguë, si nue, que pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait se briser là, sous ses yeux. « Vous devez épouser un homme digne et être heureuse, » dit-il d'une voix rauque. « Vous n'avez pas besoin d'un fils cadet sans dessous qui ne sait que tromper et manipuler. Vous n'avez pas besoin d'un homme qui vous a appris à feindre, parce que lui-même feint toute sa vie. »« Julian !» ?»« Non. » Il leva la main pour l'arrêter. « Je vous en prie, ne compliquez pas ce qui est déjà... » Il s'interrompit, passa la main sur son visage. « Je ne peux rien vous donner, mademoiselle Foxgrove.
seulement mon cœur. Et dans notre monde, ce n'est pas suffisant. Amélia fit un pas vers lui, oubliant la servante, les convenances, tout. « Et si cela me suffisait » murmura-t-elle. Il se figea. 1 seconde, 2, 3, puis secoua lentement la tête. En ce moment, il vous semble que c'est suffisant. Mais 1 an passera, 2, 5. Vous vivrez dans des chambres louées, vous économiserez sur les robes, vous aurez honte d'inviter des hôtes. Vous regarderez vos amis, leurs bijoux, leurs équipages, leur vie, et vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Sa voix se brisa. Et un jour, vous me haïrez de vous avoir privé de tout cela. Vous ne savez pas ce que je ressentirai. Je le sais. Il fit un pas vers elle, et soudain, ils se trouvèrent si proches qu'elle sentait la chaleur de son corps. Parce que je l'ai vu des centaines de fois. L'amour ne nourrit pas Mademoiselle Foxgrove. Il ne paie pas les factures. Il ne donne pas de position dans la société. Il brûle avec éclat, magnifiquement, puis s'éteint, ne laissant que cendres et regrets. Amélia leva la main, lentement, prudemment, et toucha sa joue. Il tressaillit, mais ne se retira pas. « Alors qu'il brûle, dit-elle doucement, ne serait-ce que brièvement, ne serait-ce que maintenant. » Julian ferma les yeux. Sa respiration était irrégulière, saccadée. Elle voyait comment il luttait contre lui-même, le devoir contre le désir, la raison contre le sentiment. Puis, il ouvrit les yeux, et quelque chose de sombre, de désespéré, y flamboyait. « Je ne pourrai pas vous laisser partir si je me permets de rester, » dit-il d'une voix rauque. « Alors, ne me laissez pas partir. » Il caressa sa pommette du pouce, tendrement, presque avec dévotion. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » « Je le sais. » Amélia couvrit sa paume de la sienne. « Je vous demande de rester, quoi qu'il arrive ensuite. » Julian la regarda longuement, si longuement qu'elle commença à craindre qu'il ne se retourne et ne s'en aille. Mais au lieu de cela, il s'inclina lentement et pressa son front contre le sien. « Vous allez me détruire, Mademoiselle Foxgrove, » murmura-t-il. « Et vous m'avez déjà détruite, Monsieur Marlowe. » Ils restèrent ainsi, figés, tandis que le monde tournait autour d'eux. Les promeneurs dans le parc, le vent dans le feuillage, le rire lointain des enfants. Et entre eux, il n'y avait que le silence, la respiration lourde et la conscience que tout avait changé, pour toujours. Amélia prit sa décision à l'aube. Elle n'avait pas dormi de la nuit, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, où les ombres de la bougie dansaient une danse étrange. Dans sa tête résonnaient des voix, celles de sa mère, de son père, du vicomte, de Julian. Chacun l'attirait de son côté, chacun exigeait un choix. Le choix raisonnable était évident, le vicomte Westbrook, un titre, la sécurité, une vie dont rêve toute jeune fille. Elle porterait de la soie et du velours, voyagerait dans une voiture aux armoiries, recevrait des invités dans son propre hôtel particulier. Ses enfants grandiraient dans l'aisance. Ses parents seraient fiers d'elle. Et elle se réveillerait chaque matin aux côtés d'un homme qu'elle respectait, mais qu'elle n'aimait pas. Lorsque les premiers rayons du soleil percèrent les lourds rideaux, Amélia se leva, s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit toute grande. L'air frais du matin lui frappa le visage, apportant l'odeur de la rosée et de la mer lointaine. Quelque part hors de la ville, dans le Devonshire, le jour commençait de la même façon. Les domestiques allumaient les fourneaux, les vaches meuglaient dans les enclos, les oiseaux chantaient dans le verger de pommiers.
Elle pouvait y retourner. Elle pouvait dire non à tout le monde et rentrer chez elle. Vivre tranquillement, modestement, sans titre ni balle. Mais elle ne voulait pas revenir en étant la même jeune fille qu'à son arrivée. Julian avait changé. Il ne lui avait pas seulement appris à tenir un éventail et à mener des conversations mondaines. Il lui avait appris à se voir autrement, forte, intelligente, capable de plus qu'un simple mariage avantageux. Il lui avait appris à désirer. Et maintenant, elle le désirait, lui, tout entier, avec son cynisme et sa tendresse, avec ses poches vides et son cœur plein. Elle voulait se réveiller et voir la lumière du matin jouer dans ses cheveux sombres. Elle voulait débattre avec lui de livres, rire de ses remarques acerbes, sentir qu'il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. Même si cela devait être difficile, même si cela devait signifier un scandale, une rupture avec sa famille, une vie à la limite des convenances. Elle le choisissait, lui. Le vicomte Westbrook arriva à midi. Amelia le reçut dans la bibliothèque, une pièce que son père utilisait à peine. Il y régnait un silence, une odeur de vieux cuir, des reliures et de poussière. Les hautes fenêtres donnaient sur une petite cour intérieure où poussait un châtaignier solitaire. Lorsque le vicomte entra, elle se tenait déjà près de la fenêtre, les mains jointes pour dissimuler leur tremblement. « Mademoiselle Foxgrove », il sourit, mais une inquiétude passa dans ses yeux. Votre billet semblait sérieux. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Asseyez-vous, je vous prie, milord. Il s'assit, mais elle resta debout. C'était plus facile ainsi. Plus facile de dire la vérité sans le regarder droit dans les yeux. Je dois être honnête avec vous, commença-t-elle, et sa voix sonna plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Vous m'avez fait l'honneur de votre attention. Vous êtes bon, cultivé, digne de tout respect. N'importe quelle femme serait heureuse de devenir votre épouse. Le vicomte se raidit. Mais pas vous. Ce n'était pas une question. Il avait déjà compris. Amelia se retourna lentement, croisa son regard. Pas moi, confirma-t-elle doucement. Je vous prie de me pardonner. Je ne voulais pas vous faire de peine. Mais il serait malhonnête de continuer, sachant que mon cœur appartient à un autre. Le vicomte garda le silence. Puis, il se leva lentement, s'approcha de la fenêtre, se tint à côté d'elle. Ils restèrent ainsi, regardant le châtaignier dans la cour, la lumière du soleil perçant à travers le feuillage. « Marlowe, dit-il enfin, j'ai vu comment il vous regarde. Et comment vous le regardez. » Amelia tressaillit. « Vous le saviez ?» Je m'en doutais. Il eut un sourire, mais sans colère. « Je vous l'ai dit, mademoiselle Foxgrove, vous êtes extraordinaire. Les demoiselles ordinaires choisissent le titre. Vous avez choisi l'amour. » Il se tourna vers elle. « Est-il digne de vous ?»« Non, » répondit honnêtement Amelia. « Mais je le choisis quand même. » Le vicomte hocha la tête, comme s'il s'était attendu précisément à cette réponse. « Alors je vous souhaite le bonheur, mademoiselle Foxgrove. Le vrai bonheur. Celui qu'on ne peut acheter avec aucun titre. » Il s'inclina, profondément, respectueusement, et sortit. Amelia resta seule dans le silence de la bibliothèque. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. Elle venait de renoncer à tout ce pourquoi elle était venue à Londres, à tout ce dont ses parents avaient rêvé. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre. Elle trouva Julian dans ses chambres louées de Jermyn Street. Elle avait obtenu l'adresse d'une de ses connaissances qu'elle avait rencontrée par hasard dans une librairie. Elle était venue seule, sans femme de chambre. Un acte scandaleux qui pouvait ruiner sa réputation à jamais. Mais cela lui était égal. Ce fut Julian lui-même qui ouvrit la porte.
Il était sans redingote, dans une chemise déboutonnée, les cheveux en désordre, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Lorsqu'il la vit sur le seuil, il se figea. « Amélia, souffla-t-il, que faites-vous? Vous ne pouvez pas être ici, c'est… » J'ai refusé le vicomte, l'interrompit-elle. Il pâlit. Quoi? Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'épouser, parce que j'en aime un autre. Elle fit un pas en avant, dans l'étroit vestibule. Parce que je vous aime. Julian la saisit par les épaules. Vous avez perdu la raison? Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Votre réputation, votre avenir. Au diable la réputation, trancha-t-elle, et il cligna des yeux, abasourdi par sa brusquerie. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. J'ai été une fille obéissante. Je suis venue à Londres pour trouver un mari. J'ai appris à prétendre être ce que je ne suis pas. Et vous savez quoi? J'en ai assez. Amélia, non, écoutez-moi. Elle leva la main, toucha son visage. Vous avez dit que l'amour ne nourrit pas, qui ne donne pas de position dans la société. Et vous avez raison. Mais savez-vous ce qu'il donne? Il donne un sens. Il donne le sentiment d'être vivant, et pas simplement d'exister. Sa voix trembla. Je préfère vivre dans des chambres louées avec vous que dans un palais avec quelqu'un d'autre. Julien la regardait comme s'il ne croyait pas qu'elle fût réelle. Vous le regretterez, croassa-t-il. Dans 1 an, dans 5 ans. Peut-être, sourit Amélia, à travers ses larmes. Mais ce sera mon regret, mon choix, ma vie. Pour la première fois de ma vie, la mienne. Il se tut. Puis il l'attira lentement vers lui, la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Son visage s'enfouit dans ses cheveux, et elle sentit qu'il tremblait. « Je ne vous mérite pas, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit-elle, en l'enlaçant à son tour. « Mais vous êtes coincé avec moi. » Il rit, brièvement, d'un rire brisé, et s'écarta juste assez pour la regarder dans les yeux. « Vos parents me détesteront. Ils s'en remettront. La société chuchotera dans votre dos. » Quelle chuchote? Nous n'aurons pas d'argent pour de belles robes et des bals. Je n'en ai plus besoin. Julien secoua la tête, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Vous êtes la femme la plus têtue, la plus imprudente, la plus impossible que j'ai jamais rencontrée. C'est vous qui me l'avez appris, lui rappela Amélia. Je sais, dit-il en passant son pouce sur ses lèvres. Et c'est à la fois mon meilleur et mon pire travail. Puis il l'embrassa, lentement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne se dissolve dans l'air. Amélia ferma les yeux et se fondit dans ce baiser. Le premier vrai baiser de sa vie. Il n'y avait ni technique ni calcul, seulement du sentiment, pur, brûlant, absolument honnête. Je serai un mauvais mari, prévint Julian. Cynique, parfois insupportable. Mais le mien, acheva-t-elle. Il sourit. De ce sourire, rare et véritable, qui illuminait tout son visage. Alors il faudra que vous m'appreniez à être meilleur. Je suis un excellent professeur, sourit Amélia. Après tout, j'ai été enseigné par le meilleur. Il se tenait dans l'étroit vestibule d'un appartement loué, enlacé, sans prêter attention au grincement des lattes sous leurs pieds, ni au plâtre craquelé des murs. Dehors, Londres bruissait. Les équipages grondaient sur les pavés, les marchands criaient leurs marchandises. Quelque part au loin, des cloches sonnaient. Mais pour eux, le monde s'était réduit à cet instant. À la chaleur de leur étreinte, au battement fou de leur cœur, à la conscience qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre, envers et contre tout.
Ce n'était pas un conte de fées. Des difficultés les attendaient. Le mécontentement de la famille, la désapprobation de la société, les difficultés financières. Mais c'était leur histoire. Et elle ne faisait que commencer. Un mois plus tard, Amelia Marlowe se tenait à la fenêtre d'un petit appartement de Bloomsbury et regardait la pluie tambouriner contre les vitres. Sa robe était simple, de la laine grise sans ornement. Aucun bijou, aucune coiffure élaborée. Et elle était heureuse. Derrière elle, près de la cheminée, Julien lisait à voix haute une lettre de Pemberton. L'affaire qu'il avait si longtemps poursuivie avait enfin... Ici, je devrais probablement dire la vérité. Je leur ai donné une fin heureuse. Amelia a renoncé à son titre, à l'argent, à l'approbation de sa famille, et a choisi l'amour. Julian a obtenu une femme qui voit en lui non seulement un manipulateur cynique, mais aussi un homme capable de véritables sentiments. Le rideau, des applaudissements, tout le monde est content. Mais vous comprenez bien que la suite ne sera pas un conte de fées. Dans 6 mois, quand Amelia recoudra pour la 3e fois sa seule robe de sortie, elle se souviendra de la garde-robe qui aurait pu être la sienne. Dans 1 an, quand elle verra son ancienne amie dans une calèche avec un blason, elle regrettera, ne serait-ce qu'une seconde. Julian travaillera 14 heures par jour, car le poste chez Pemberton n'est pas une sinécure, mais un véritable travail. Parfois, il rentrera à la maison en colère, épuisé, et se fâchera contre elle. Elle lui répondra par quelque chose de blessant. Ils se réconcilieront, bien sûr, mais il restera un arrière-goût. Les histoires romantiques vivent sur des promesses, sur ce doux moment où les héros se choisissent l'un l'autre contre vents et marées, et ensuite, des points de suspension. Parce que si l'on montre plus loin, honnêtement, ce ne sera plus de la romance. Ce sera juste la vie, avec son quotidien, sa fatigue, ses compromis. Alors pourquoi me suis-je arrêté ici? Pourquoi leur ai-je donné cette fin trompeusement éclatante? Parce qu'Amelia a mérité son choix. Pas le bonheur, personne ne peut garantir le bonheur, mais le droit de choisir sa vie, même si cette vie s'avère difficile. Elle est arrivée à Londres comme une marchandise sur le marché des mariés. Elle est partie, une femme qui a décidé par elle-même. Et parce que parfois, nous avons besoin d'histoires où l'amour triomphe. Non pas parce que cela arrive toujours, mais parce que nous voulons croire que cela peut arriver au moins parfois. Que le choix du cœur n'est pas toujours une erreur. Que la passion vaut le risque. Je ne sais pas si Amelia sera heureuse dans 10 ans. Honnêtement, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, à la fenêtre sous la pluie, avec un mari derrière elle et une nouvelle vie devant elle, elle était heureuse. Et cela suffit pour l'histoire. Pour la vie, nous verrons.